on est extrêmement satisfait de ce retour d'Ariane en vol pour compléter par exemple la constellation Galileo, pour compléter ou renouveler les satellites de la constellation Copernicus. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Et cette semaine, je vous emmène dans les étoiles avec le lancement réussi d'Ariane 6. On va voir avec le Centre national d'études spatiales les conséquences technologiques, notamment au service de l'environnement. On va s'intéresser également à une technologie française testée à bord d'Ariane qui pourrait révolutionner les communications à bord des engins spatiaux dans le futur, le LiFi. Et puis, si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, on va parler d'un télescope connecté et des premières jumelles à réalité augmentée de la start-up Interstellar. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est d'abord la sortie en France du casque Vision Pro d'Apple et puis les annonces signées Samsung, notamment une bague connectée. On en parle avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Samsung, qui par ailleurs est touché par une grève historique en Corée, un événement qui tombe au plus mauvais moment, nous expliquera Jérôme Marin dans sa chronique Café Tech. Enfin, l'innovation de la semaine, je vous parle d'une usine pilotée par intelligence artificielle. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 13 juillet 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique l'hebdo. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Petite pause la semaine dernière pour cause de vacances, d'actualité, etc. Mais cette fois-ci, on reprend les bonnes habitudes. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à abonner vos amis au podcast Monde Numérique. Tiens, et puis, comme d'habitude, vous pouvez aller faire un tour sur le site mondenumérique.info et vous abonner à la newsletter. C'est pas encore l'été pour Monde Numérique. On continue donc plus que jamais. C'est parti pour l'actu. L'actu de la semaine. Et on commence donc par les annonces Samsung. C'était en début de semaine à Paris. Des annonces, pas transcendantes, mais évidemment c'est Samsung, donc ça a de l'importance malgré tout. 2 smartphones pliants, une bague connectée, une montre connectée et aussi des écouteurs. On en parle avec Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique sous contrôle humain, en tout cas la voix clonée par intelligence artificielle, histoire de dynamiser un peu cette séquence actu. Les vedettes, ce sont le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Le premier est un smartphone pliant qui s'ouvre horizontalement comme un livre. Le second est un pliant vertical de type téléphone à clapet. Pas d'innovation majeure à part des écrans plus robustes et une meilleure expérience utilisateur. Ces 2 modèles bénéficient également d'améliorations en matière de photo et de batterie. Mais c'est surtout l'intégration de Galaxy AI qui est à noter avec des fonctions comme la traduction de conversations en temps réel, y compris lors de communication vocale, la génération de messages écrits grâce à l'intelligence artificielle ou encore la fonction entourée pour rechercher qui permet de sélectionner au stylet un élément dans une image pour lancer une recherche Google. Le Z Fold 6 sortira le 24 juillet à environ 2 000 €. Le Z Flip 6 pour sa part sera lancé au même prix que la version actuelle à 1 319 €. Voilà pour les smartphones. Alors, autre produit qui était attendu, celui-là, il avait été dévoilé au Salon Mobile World Congress de Barcelone en février. Ça y est, il est commercialisé. Enfin, elle est commercialisée puisque c'est une bague, la fameuse Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung. La Galaxy Ring confirme l'arrivée de la marque coréenne dans le secteur des wearables, autrement dit les objets connectés à porter sur soi. La bague Galaxy Ring permet un suivi précis de sa santé et de sa condition physique grâce à des capteurs capables qui mesurent le rythme cardiaque, la qualité du sommeil et bien plus encore. Pour ceux qui possèdent déjà une montre connectée Samsung, la bague est censée offrir plus de précision dans l'analyse de ses paramètres. Elle offre 6 jours d'autonomie pour les petits modèles et jusqu'à 12 jours pour les modèles plus grands. Elle est compatible uniquement avec les smartphones Android. Elle coûte environ 450 €. Une bague connectée, est-ce que c'est un produit qui vous intéresse ? N'hésitez pas, à m'envoyer un message pour me le dire. Est-ce que c'est un truc qui vous branche ? On en reparle d'ailleurs tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Ce n'est pas tout. Il y a aussi une nouvelle montre connectée signée Samsung.
Oui, il s'agit de la Galaxy Watch Ultra qui sortira fin juillet. Ultra signifie plus grosse et plus chère. C'est la première montre en titane avec un bouton action qui rappelle l'Apple Watch Ultra. Elle a aussi une meilleure autonomie et est étanche jusqu'à 100 mètres. Le prix, 700 €, ce qui est moins cher que sa concurrente de la marque à la pomme. Et on termine ce tour d'horizon des annonces Samsung avec une nouvelle paire d'écouteurs True Wireless, les Galaxy Buds version 3. Les Galaxy Buds 3 seront de meilleure qualité audio que les précédents modèles et surtout avec un nouveau design copié sur celui des AirPods d'Apple. Fini les oreillettes boutons, voici des petits écouteurs avec une tige qui sont censés améliorer la captation audio du micro et permettre d'interagir avec l'assistant vocal intelligent Galaxy AI en mode vocal. Voilà pour les annonces Samsung de la semaine. On reparle de Samsung dans un instant avec Jérôme Marin, mais pour un tout autre sujet, cette grève historique qui touche la société en Corée. L'actualité des produits tech cette semaine, c'était aussi la sortie enfin du fameux casque Vision Pro d'Apple, sortie officielle le 12 juillet, 5 mois après son lancement aux États-Unis, le fameux casque de réalité mixte, donc il est disponible dans l'Hexagone. Bon, reste à savoir s'il va se vendre ce Vision Pro, car il est, on l'a dit, on l'a répété, horriblement cher. Le casque Vision Pro arrive en France à un prix tout aussi astronomique qu'aux États-Unis, entre 4 000 et 4 500 €. Les premiers acheteurs étaient au rendez-vous vendredi 12 juillet dans les Apple Store français. Ceux qui l'avaient précommandé pouvaient même le retirer dès le mercredi 10. Cependant, le Vision Pro reste un produit de niche. Les chiffres de vente paraissent faibles au niveau mondial. Il devrait s'en vendre 500 000 d'ici la fin de l'année. Cependant, vu son prix, cela représente quand même 2 milliards de dollars. Apple garde donc le sourire et affirme que c'est conforme aux objectifs. La marque à la pomme martèle que le Vision Pro est un pari à long terme. Le pari de l'informatique spatiale qui constitue, selon Tim Cook, le futur de l'informatique moderne. Voilà, toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est le futur de l'informatique ou un coup d'épée dans l'eau ? On va attendre pour le savoir. En tout cas, les premières applis commencent à arriver sur le Vision Pro, des applis y compris en France, et on aura l'occasion d'en reparler prochainement. À propos d'Apple toujours, nouvelle conséquence du bras de fer entre la marque à la pomme et l'Union européenne. Apple sera bientôt contrainte d'ouvrir son système de paiement sans contact. Et oui, ce n'est pas sans conséquence, ça risque vraiment de concerner tous les utilisateurs d'iPhone. Afin de respecter le règlement Digital Market Act, Apple va devoir accepter prochainement des systèmes concurrents de paiement sans contact. Concrètement, cela veut dire que les banques ou les groupements bancaires vont pouvoir lancer leurs propres applications utilisant la puce NFC d'Apple, une décision qui va dans le sens du respect de la concurrence mais qui risque de compliquer les choses pour les consommateurs. En effet, au lieu d'un seul portefeuille électronique rassemblant toutes les cartes bancaires, il risque d'y en avoir plusieurs. Les banques pourraient même se retirer du wallet de l'iPhone et il faudra alors utiliser des applications différentes en fonction des cartes bancaires que l'on possède. Voilà, donc ça veut dire que finalement, une fois de plus, la réglementation européenne, qui est là pour protéger les consommateurs, va aussi, une fois de plus, leur casser un peu les pieds en changeant les habitudes et en complexifiant l'expérience, malheureusement. Allez, toute autre chose. Savez-vous que les cyberattaques dont nous sommes de plus en plus souvent victimes, ne font pas seulement des dégâts sur les ordinateurs, elles ont aussi des conséquences psychologiques sur les utilisateurs, notamment en entreprise. C'est ce que révèlent plusieurs études mentionnées dans un article du site spécialisé InCyber. Et c'est la deuxième voix virtuelle de Monde Numérique, Darine, qui nous en parle. D'après une étude de l'université de Stanford en 2020, la moitié des employés victimes d'une cyberattaque ont déjà ressenti un sentiment de culpabilité et de responsabilité, même lorsque celle-ci était due à des failles informatiques et non pas à une erreur individuelle. Cela irait du stress temporaire à des troubles plus graves comme le stress post-traumatique. Une autre étude de l'université de Portsmouth révèle des troubles du sommeil et des effets physiques et psychiques, comme la prise ou perte de poids, des difficultés à se concentrer, de l'anxiété ou encore un sentiment de vulnérabilité au travail et même la peur de se connecter. Les employés les plus jeunes ressentiraient une plus grande anxiété en raison des risques pour leur carrière.
Et si ce sujet vous intéresse, vous trouverez dans les notes de cet épisode le lien qui mène vers l'article d'InCyber. L'actu tech dans Monde Numérique chaque semaine, c'est aussi la chronique du journaliste Jérôme Marin de la newsletter Café Tech. Jérôme nous parle cette semaine de cette grève historique qui frappe les usines Samsung en Corée. C'est une première qui tombe plus mauvais au moment pour Samsung. Depuis un mois, le géant sud-coréen est touché par un mouvement de grève du jamais vu depuis sa création en 1938. Certes, ce mouvement social reste très limité, il concerne que quelques milliers d'employés sur plus de 250 000, mais il témoigne d'un climat social tendu alors que le groupe a enregistré l'an passé ses pires résultats financiers en 15 ans et qu'il peine encore à tirer profit de l'essor de l'intelligence artificielle générative. Fin avril, Samsung avait ainsi rétabli la semaine à 6 jours pour ses équipes dirigeantes afin, je cite, d'injecter un sentiment de crise. Sur le papier, pourtant, le groupe dispose de 2 arguments de taille, ses puces mémoire et son activité de fonderie. Surtout connu pour ses appareils grand public, Samsung est en effet un géant des semi-conducteurs. Le conglomérat est leader sur le marché des puces mémoire pour les serveurs et les ordinateurs et sur celles pour les smartphones. Comme ses concurrents, il a été rattrapé ces dernières années par une importante crise de surproduction qui a fait plonger les prix et qui a précipité sa division dans le rouge. Si le marché commence à repartir de l'avant, Samsung est en revanche en train de rater le train de l'IA. Pour entraîner leur dernier modèle, les spécialistes du secteur coupent en effet des cartes graphiques à des puces mémoire à large bande passante, dites HBM, qui permettent de gagner de l'espace et de réduire la consommation d'énergie. Mais le groupe sud-coréen peine toujours à maîtriser les 2 dernières générations de cette technologie. Selon l'agence Reuters, il aurait ainsi raté les tests de certification de Nvidia qui captent quasiment l'intégralité du marché des cartes graphiques dédiées à l'IA. Ces puces HBM3 et HBM3E présenteraient des problèmes de chaleur et de consommation d'énergie. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a expliqué récemment que du travail d'ingénierie était encore nécessaire. En attendant, le fabricant se fournit chez SK Hynix, le grand rival de Samsung, lui aussi sud-coréen, et dont le carnet de commandes affiche déjà presque complet pour 2025. Les dirigeants de Samsung continuent de se montrer rassurants et espèrent même prendre SK Hynix de vitesse. Fin mai, un nouveau responsable a été nommé pour y parvenir. L'essor de l'IA générative met également en lumière le retard technologique de Samsung dans la gravure. En plus des puces mémoire, le groupe possède aussi une activité de fonderie, c'est-à-dire la production de puces conçues par d'autres entreprises. Mais il reste encore très loin de TSMC, le leader taïwanais du secteur, qui fabrique l'essentiel des puces d'IA, dont les cartes graphiques de Nvidia. Conséquence, les parts de marché de Samsung ont fortement chuté depuis 1 an et demi, passant de 16% à seulement 11% selon les estimations de TrendForce. Celles de TSMC ont-elles franchi la barre des 60%. Samsung souffre de son choix d'adopter une nouvelle technique de gravure qui affiche encore des taux de rendement trop faibles. Mais ses dirigeants continuent de croire que ce pari technologique va finir par payer. Et vous pouvez retrouver les articles de Jérôme Marin en vous abonnant à sa newsletter Café Tech sur le site cafetech.fr. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin, Monsieur Paris, bonjour. Monsieur Montréal, Bruno Guglielminetti, salut. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ouais, ravi de t'accueillir dans mon podcast et merci à toi de me faire un peu de place dans le tien pour aborder quelques petits sujets d'actu cette semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine, hein? C'est fou, hein? Juillet, où on se dit toujours, ça va être tranquille. Ben non, en technologie, c'est bouillant. Oui, et cette semaine, c'était à Paris, hein? Ben oui, et c'est pas les Jeux Olympiques. Non. C'est pas encore les Jeux Olympiques, c'était les Jeux Olympiques de Samsung. Ouais. Qui est partenaire d'ailleurs des JO, c'est pour ça qu'ils faisaient ça à Paris. Hasard? Non. Non, tout était calculé. Il y a un sujet qui me paraissait particulièrement intéressant. Bon, les smartphones, tout ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais en revanche, ça y est, ils ont lancé leur bague connectée. En tout cas, au moins qu'il l'ait présenté, c'est déjà ça, mais je te ferai remarquer qu'il y a 2 ans, Amazon avait présenté sa bague connectée. On l'attend toujours.
Il l'avait pas lancé commercialement. Non, il l'avait pas lancé, mais il l'avait présenté. Alors, là, parce qu'en fait, c'est super difficile de faire une bague connectée, de faire rentrer plein de composants dans un si petit volume. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps. C'est peut-être pour ça qu'Amazon ne sort pas la sienne. Il y en a une sur le marché dont on parle, qui est un peu la seule, qui est Oura. Qui a son public, je crois. Moi, je connais pas mal de gens qui utilisent la bague Oura. Ah ouais. Et puis, en revanche, il y avait une start-up française qui voulait lancer ça et qui s'est cassé la figure, qui n'a pas réussi, en fait. Mais qu'est-ce qui t'intéresse de la nouvelle bague de Samsung? Je me demande si c'est un produit, un objet connecté à porter sur soi qui va s'imposer, comme la montre. Alors la montre connectée, elle a mis beaucoup de temps à s'imposer. Elle ne concerne pas tout le monde. Tout le monde n'a pas de montre connectée. Mais moi, j'avoue que cette pratique qui consiste à surveiller un certain nombre de paramètres de santé principalement, donc la fréquence cardiaque, le sommeil, c'est ce que fera la bague de Samsung, ce sont des choses, moi je m'y suis habitué, et ça fait vraiment partie de ma vie. Je suis pas obsédé par ça, mais je pourrais pas m'en passer. Par exemple, j'ai un analyseur de sommeil sous mon matelas. Je le regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, ça donne des renseignements très intéressants. Pareil pour les bagues, pour les balances connectées. Donc voilà. Est-ce que la bague, c'est la prochaine étape, sachant qu'on n'arrive pas encore à faire de lunettes connectées, qui soient vraiment avec des capteurs intéressants. Et je pense qu'il y a vraiment un truc génial, potentiellement, à avoir comme ça des capteurs de santé sur soi pour de plus en plus détecter les problèmes éventuels qu'on peut avoir. Mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer une montre ou bien ça viendra la compléter? Est-ce que les gens qui ont déjà une montre connectée auront intérêt à avoir une bague? Potentiellement peut-être parce que les données, la promesse c'est que les données soient plus précises. Mais en même temps, ça fait beaucoup moins de choses qu'une montre puisqu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de vibreur, il n'y a pas de caméra, etc., etc. Mais l'autonomie est nettement supérieure parce que pour la bague Samsung, ça va entre 6 et 12 jours selon les modèles. Voilà. Mais quand même, tu parles des données et de la justesse des données. Tu as sûrement déjà vécu le scénario où tu regardes le podomètre et puis finalement tu te rends compte que le téléphone et la montre donnent pas les mêmes chiffres. Alors rajoute à ça la petite donnée que tu vas avoir sur ta montre. Ouais, mais je crois que c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que d'abord, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que souvent c'est assez convergent. Et puis en fait, à la limite, on s'en fout un peu de la précision. C'est comme une balance connectée. Ce qui est important, c'est pas que le poids soit exact au gramme près. C'est que tu utilises toujours la même balance et que tu vois les tendances au fil des jours, des semaines, des mois, des années. C'est ça qui est intéressant. Et on se rend bien compte. Alors, est-ce que tu as marché 10 000 pas, 10 500 ou 9 500? Oui, effectivement, je pense que la précision va s'améliorer, mais c'est la démarche et la tendance et les tendances qui doivent être intéressantes. J'apprécie ton jovialisme numérique, Jérôme. Dis donc, il y avait pas que ça. Cette semaine, il y a un article, puis je vais revenir là-dessus avec toi, un article qui a attiré ton attention, c'est Émilie Turrentini, la journaliste tech suisse, qui est vraiment prodigieuse. Toutes les semaines, il y a un texte qui sort. Souvent, je les relais parce que je le trouve excellent. Prodigieuse, ça veut dire qu'elle écrit beaucoup, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah oui. Vous dites prodigieuse, vous. Ouais, moi, je dirais prodigue, mais bon, chacun son français. L'important, c'est qu'elle écrit beaucoup. Bon, on s'entend là-dessus. Et surtout elle est peut-être prodigieuse aussi par ailleurs, Émilie. Écoute, je connais pas tant que ça, mais elle est prolifique. On s'entend là-dessus. Prolifique aussi. Oui, on est d'accord. Pour prolifique, j'achète. Ouais. Donc, cette semaine, elle écrivait un texte qui s'intéresse au Shadow AI, donc l'utilisation cachée de l'intelligence artificielle, particulièrement dans le milieu du travail. Et ça commence à être un enjeu important, là. Alors j'aime bien parce que ça y est, il y a un terme maintenant qui existe, le Shadow AI. Ça veut dire des gens qui au bureau utilisent l'intelligence artificielle, mais en loose day, quoi, pour prendre un terme bien français, c'est-à-dire sans le dire à leur patron et en dehors des outils fournis par l'entreprise. Donc l'IA en cachette. L'IA en cachette, exactement. Et c'est vrai que cette étude, elle est intéressante. Il paraît que 74% des employés utiliseraient ChatGPT au travail, 94% utilisent Google Gemini, 96% utiliseraient Bard, et tout ça sans le dire à leur patron. Ouais, là, ça c'est la seule donnée qui m'a déplu de l'étude parce que
pour la petite histoire, parlons de chronologie, Gemini est venu remplacer Bard. Alors, ça se peut pas que à la fois des gens utilisent Gemini et d'autres utilisent Bard. Tu as raison. Ouais, donc ce chiffre est pas très intéressant. Mais enfin, entre 70 et 90%, en gros, ça fait beaucoup de monde, hein. Voilà, il faut retenir que apparemment entre 70 et 90% des gens utiliseraient l'IA au travail, des services d'IA au travail sans le dire à leur patron. Alors ça montre plusieurs choses quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas du tout encore intégré ces outils-là, alors que apparemment il y a un besoin de la part des salariés puisqu'ils l'utilisent. Mais le souci, c'est que on sait que utiliser des LLM grand public comme ChatGPT avec des informations professionnelles, ça peut être très embêtant pour les entreprises. Et encore plus si on l'utilise sur un compte qui est gratuit. Alors t'imagines un peu le désastre. D'ailleurs, c'est pour ça que Samsung, écoute, je pense que ça fait 1 an et demi, a interdit maintenant à ses employés d'utiliser ChatGPT parce que justement, c'était pas un système sécurisé. Et, voilà, parce qu'il y a le truc, c'est que les données s'en vont et en fait OpenAI peut les récupérer. Quoi. Ben, les récupère pour apprendre. Et dans l'histoire de la fameuse histoire des 3 ingénieurs de Samsung, et eux testaient des trucs qui n'avaient pas été encore brevetés, si ma mémoire est bonne. Et puis ça s'est retrouvé dans dans une suggestion d'un autre document d'un autre ingénieur qui est en train de développer quelque chose. Pourquoi? Parce que OpenAI en avait profité pour apprendre, pas pour divulguer de l'information, mais il apprenait. Et à un moment donné, quand un ingénieur pose une question pour avoir des idées, travailler un peu champ gauche, ben OpenAI de l'autre côté dit mais peut-être qu'il serait possible de faire tel truc. Ben regarde. Ouais, non, ça fait très désordre. À part ça, mon cher Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet, ton podcast? Ça dit quelque chose, le guide de Tate? De? Tate. Ah non. Ah ouais? Tate quoi? Ben c'est dommage parce que le guide Tate, il est arrivé à Paris. Et puis, c'est un guide de restaurants de bonnes adresses. Et c'est un guide qui existe ici au Québec depuis 10 ans. Il était disponible en version web, et maintenant, ils ont lancé depuis un moment l'application Tate Plus. Et puis, comment tu écris ça? TASTET. OK. Et ce qui alors, honte sur moi, je ne connais pas. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a encore très peu de personnes qui connaissent. Mais donc, je fais le clin d'œil à tes auditeurs, et même aux miens, parce qu'il y en a certains qui vont aller faire un tour du côté de Paris, là, dans les mois qui viennent, je sais pas pourquoi. Et donc, ce guide-là, et pour marquer les Jeux olympiques, il s'est ouvert avec une section parisienne. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au fameux guide Michelin où on passe son budget annuel en allant simplement dans un restaurant, exactement. Ouais. Ben, Tate, eux, leur force, c'est d'aller chercher vraiment des expériences culinaires, mais qui coûtent pas la peau des fesses. Alors, c'est vraiment des bonnes adresses et puis on peut y aller souvent. Sinon, une application qui va intéresser peut-être certains de tes auditeurs qui rêveraient venir un jour habiter au Canada dans une petite cabane au milieu de la forêt. Ah, mais moi, j'en connais plein des gens comme ça. Ah ouais, t'en connais, hein? Bon, ben, eux, ils seront très heureux d'écouter l'entrevue que je fais avec Laurent Maisonnave. Il vient de lancer... un guide des cabanes? Ben non, mais une application qui carbone à l'intelligence artificielle qui s'appelle Admis et qui va les aider dans leur processus d'émigration au Canada. Ah ouais, très intéressant. Mais vraiment là, qui les prend par la main, qui leur fait économiser des milliers de dollars. L'idée, c'est que c'est lancé par deux nouveaux Canadiens, quoique ça fait un moment qu'ils sont ici, là, mais qui ont vu que c'était tellement compliqué de tout le processus administratif que maintenant, ils ont développé une application et les gens peuvent l'utiliser. Et donc, puis je pense qu'ils ont déjà quelque chose comme 1 millier d'utilisateurs qui l'ont utilisé. Ça fonctionne bien et c'est vraiment tout le processus. Et puis après, ça peut même envoyer ta demande au gouvernement canadien avec tous les bons documents, tous les bons trucs. Et ça te sert à travers toutes les années de processus jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis là, voilà un outil qui peut aider des gens à faire la différence pour venir habiter au Québec, au Canada. Mais c'est un peu mon rêve, moi, d'aller habiter au Québec. Arrête. Mais à qui je vais parler à Paris, moi? Ben, je suis sûr que vous avez un meilleur temps que chez nous à Paris, en plus. Ben, ça, c'est sûr. Donc voilà. Ouais. Bon, Bruno, en tout cas, il faut que tu reviennes très très vite et puis on ira dans un de tes restos, là. Oui, on testera. Découvrir des choses insolites et accessible. Bon, je te laisse. Salut Bruno, passe une bonne fin d'émission et je te dis à la semaine prochaine. Et je salue tes auditeurs et je t'en souhaite une bonne fin de podcast. Salut. Ciao. Bye.
L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine. Eh bien, cette semaine, c'est un peu particulier. Je voudrais vous parler d'une usine. Alors, pas n'importe quelle usine. Une usine entièrement automatisée et pilotée par intelligence artificielle. Elle se trouve en Chine, dans le district de Changping, au nord-est de Pékin. Elle vient d'être inaugurée par la marque chinoise de high-tech Xiaomi. Xiaomi, on le rappelle, c'est cette marque très ambitieuse qui fabrique aussi bien des smartphones, des téléviseurs, des aspirateurs robots, enfin toutes sortes de produits high-tech, même aujourd'hui des voitures électriques, avec un souci certain du design d'ailleurs, y compris au niveau marketing. On surnomme parfois Xiaomi l'Apple chinois. Bon, sauf que dans le cas présent, eh bien, ce que fait Xiaomi, Apple ne l'a jamais fait. Car cette super usine de 80 000 mètres carrés de superficie, et qui est donc dédiée à la fabrication de smartphones, serait capable d'en produire de manière automatique jusqu'à 10 millions par an, 10 millions d'unités annuelles. Et sa particularité, c'est que tout se fait sans intervention humaine ou presque. Une smart usine, en fait, pilotée par IA. Il y a une courte vidéo qui a été postée par Xiaomi sur les réseaux sociaux et qui est assez impressionnante. On voit notamment la war room, la salle de pilotage de l'usine. C'est une impression d'être dans une centrale nucléaire, mais enfin une centrale nucléaire version 21e siècle, parce que les centrales nucléaires, elles sont quand même très très vieillissantes par rapport à ça. Enfin bref, il y a quelques techniciens devant des immenses écrans et qui supervisent l'ensemble des processus. Elle s'appelle Hyper IMP, ça veut dire Intelligent Manufacturing Platform, donc en français, plateforme de fabrication intelligente. Elle compte 11 lignes de production et qui sont donc entièrement automatisées. Aucun ouvrier, aucune ouvrière, aucun être humain autour des chaînes. Tout se fait à distance et par intelligence artificielle, des IA qui seraient même assez performantes pour diagnostiquer elles-mêmes les problèmes éventuels, les résoudre et même optimiser le travail des machines pour optimiser les processus. Cette usine est pilotée par une plateforme baptisée Xiaomi Pengpai qui est le véritable cerveau et qui gère même les processus d'approvisionnement en matières premières. C'est complètement fou. Donc elle va servir notamment à fabriquer les prochains smartphones pliants de la marque Xiaomi, les Mix Fold 4 et Mix Flip. Et cette usine est donc sans doute ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'usine 2.0. Une usine qui ne s'arrête jamais de travailler parce que les robots évidemment ne se fatiguent pas, ils n'ont pas besoin de manger, pas besoin de boire, etc. Donc si on doutait encore du remplacement de l'humain par la machine à l'ère de l'IA, eh bien en voici une belle preuve. Autre avantage, il n'y a aucun grain de poussière dans cette usine puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas d'humain. Et ça, c'est un gros point fort puisque dans les usines de tech, eh bien on sait que on lutte contre le moindre grain de poussière. C'est pour ça que les employés sont souvent équipés de combinaisons spéciales, non pas spatiales mais spéciales. Ils doivent passer par des sas de décontamination, etc., etc. Elle aurait coûté 300 millions d'euros à Xiaomi et comme le rappelle le site Futura Science, malgré tout, ce n'est pas la première usine automatisée du monde. Il y en a déjà des comme ça au Japon, mais c'est visiblement la toute première entièrement pilotée par intelligence artificielle. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, c'est la deuxième partie de Monde numérique l'hebdo. On passe aux interviews de la semaine. Je vous l'ai dit, on va partir dans les étoiles. En tout cas, on va parler d'Ariane 6, ce lancement de la fusée européenne qui s'est bien passé le 9 juillet dernier. Tout le monde respire et cela a des conséquences, notamment en matière d'innovation environnementale. On en parle dans un instant avec un représentant du CNES, le Centre national d'études spatiales. On va s'intéresser également à une expérience menée à bord à base de LiFi. Le LiFi, c'est le Wi-Fi par la lumière, une invention française. Explication dans un instant de la société OLEDcom. Et enfin, on jettera un coup d'œil en direction des étoiles avec un nouveau produit tech français, des jumelles à réalité augmentée signé Unistellar, une start-up marseillaise. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Frédéric Adragna. Bonjour.
Bonjour Jérôme Colama. Vous êtes responsable du programme Connect by CNES qui met en relation le CNES, le Centre national d'études spatiales, avec les startups et les grands groupes pour des activités liées à l'espace. Ravi de vous accueillir dans cette émission dans le cadre du partenariat entre Monde Numérique et EDF sur les innovations au service de l'environnement. Parce que espace et environnement, ça fait plutôt bon ménage. Donc, il y a quelques jours à peine, lancement réussi de la fusée Ariane. J'imagine que vous êtes satisfait au CNES. Alors déjà, on est extrêmement satisfait de ce retour d'Ariane en vol, avec ce vol d'Ariane 6 réussi. Pourquoi ? Parce que ça fait plus d'un an que l'Europe n'avait plus de lanceurs. Et donc, on était un peu embêtés pour compléter, par exemple, la constellation Galileo, pour compléter ou renouveler les satellites de la constellation Copernicus. Par exemple, il y a un des satellites qui est imageur radar qui est en panne actuellement, qu'il faut remplacer. Et puis, il y a des nouveaux satellites qui vont arriver pour ajouter de nouvelles fonctions. Donc, évidemment, tout ça va pouvoir reprendre grâce à Ariane 6 qui reprend donc de la fonction là. Alors qu'est-ce que ça représente techniquement ce vol pour vous ? Alors sur ce vol inaugural, il n'y avait pas de satellite, on va dire vraiment opérationnel. C'était un vol vraiment de démonstration. Je crois qu'il y avait quelques satellites, des nanosatellites démonstrateurs de technologie, mais il n'y avait pas vraiment de satellites, on va dire, ni de la constellation Galileo ou Copernicus. Ça, c'est pour les prochains vols. C'était vraiment un vol inaugural. Mais oui, donc les lancements vont reprendre pour compléter tout ça. Oui. Et donc il y aura aussi, donc à travers l'ESA, vous savez que le CNES, c'est l'agence spatiale française, et on est membre de l'ESA, donc de l'agence spatiale européenne. Et avec nos collègues européens, on développe des satellites scientifiques pour mesurer les glaces, la biomasse dans la forêt équatoriale, la composition de l'atmosphère. Enfin, il y a beaucoup de satellites. Avec nos collègues américains, on a SWOT, par exemple, qui est un satellite qui permet de mesurer la hauteur de l'eau sur les océans, mais également sur les bassins intérieurs, qui est extrêmement important pour l'hydrologie. D'ailleurs, on vient de lancer un service d'hydrologie opérationnelle. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir reprendre grâce au retour en vol d'Ariane. Alors justement, sur l'aspect environnemental et innovation au service de l'environnement, qu'est-ce que peut apporter l'espace aujourd'hui ? Alors très clairement, l'espace contribue énormément à ce qu'on peut appeler surveillance de la planète. Le fait de prendre de la hauteur fait qu'on voit, et d'ailleurs il y a, je pense, plus de la moitié des variables essentielles du climat qui ne peuvent être mesurées que depuis l'espace. Je pense à la déforestation, à la fonte des glaciers, à la montée des eaux, l'érosion du littoral, enfin il y a beaucoup de paramètres qui ne peuvent se voir que globalement. Donc là, le spatial contribue énormément. Il y a un autre apport du spatial, c'est qu'on a une vision dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut voir comment c'était il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Donc, si on parle de la montée des eaux, si on parle de la déforestation, c'est bien de voir l'évolution temporelle. Et puis, le troisième aspect, c'est que le spatial, c'est un peu la preuve par l'espace. Je vous parlais tout à l'heure d'entreprises qui travaillent sur la captation du carbone par les plantes. Donc, il faut mesurer la biomasse, il faut l'acter, si vous voulez, la tamponner, et parce que ça génère derrière des taxes carbone ou des crédits carbone. Et donc ça, le fait de le voir depuis l'espace, c'est juste, voilà, tout le monde le voit, c'est avec du programme Copernicus, donc c'est un programme complètement ouvert, des images gratuites, tout le monde peut le voir, donc c'est un peu la preuve par l'espace, si vous voulez. Ça se présente comment ? C'est quel type d'équipement, quel type de satellite ? C'est gros, c'est petit ? Ça fait appel à quelle technologie ? Alors, ce sont des satellites, là on parle essentiellement de satellites d'imagerie spatiale, on appelle ça de l'observation de la Terre, soit en image optique, soit en image radar. Et donc, ce programme Copernicus a des satellites qui s'appellent les Sentinelles. Donc, Sentinelle 1, c'est de l'imagerie radar, donc qui marche de jour et de nuit à travers les nuages, mais c'est une image radar, donc c'est un peu comme une radiographie, si vous voulez, des poumons, donc c'est pas hyper esthétique, mais par contre ça apporte beaucoup d'informations. Et puis il y a des satellites Sentinelle 2, donc c'est un satellite optique, donc à 10 mètres de résolution, 14 bandes spectrales, et alors c'est gratuit, encore une fois. Alors, c'est pas la super résolution qu'on peut avoir avec un Pléiade à 70 cm ou un Pléiade Néo à 30 cm, mais le fait qu'on passe toutes les semaines et qu'on revisite tous les endroits de la Terre régulièrement, ça apporte énormément d'informations extrêmement riches. Et donc voilà, on a donc une pile d'images optiques que l'on vient traiter avec des algorithmes de détection automatique, évidemment, d'interprétation. Et le fait d'avoir cette série temporelle d'images apporte effectivement beaucoup d'informations extrêmement pertinentes
encore une fois, avec à la fois la géolocalisation, enfin l'image, et puis le temps, quoi. Donc, c'est-à-dire une information temporelle, l'évolution. Oui, et puis vous l'évoquez, il y a un point qui toujours fait tiquer un peu le grand public, c'est qu'on se dit, ok, c'est formidable ces constellations de satellites, mais on l'a vu avec Elon Musk, ça pose des problèmes avec Starlink. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'embouteillage de l'espace et puis de perturbation? Est-ce qu'on ne lance pas trop de satellites? Alors, la constellation de Starlink est un cas particulier. Je le mets vraiment à part, parce que toutes les autres constellations qu'on envisage, c'est quelques unités ou quelques dizaines de satellites. Franchement, il y a encore beaucoup de place et c'est tout à fait envisageable. La constellation Starlink, c'est quelques dizaines de milliers de satellites. On parle de 42 000 satellites. Ils sont pas tous, mais presque tous à la même orbite. Et là, ça pose vraiment des risques de débris spatiaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Si deux satellites se rentrent dedans, donc ça fait des débris qui eux-mêmes vont heurter d'autres satellites, ça fait une réaction en chaîne. Et là, il y a un vrai risque. Donc on croise les doigts et on espère que Elon Musk sait ce qu'il fait, parce qu'effectivement, quand on a une constellation avec autant de satellites, et même si l'espace est très très grand, il y a quand même un risque de collision, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et les débris créent d'autres débris parce qu'ils vont eux-mêmes heurter d'autres satellites, etc. Donc ça fait une réaction en chaîne. Donc oui, c'est un vrai questionnement, à tel point que si effectivement ce syndrome se déclenche, eh bien on ne pourra même plus traverser cette couche, ou avec beaucoup de risques, si vous voulez. Si on veut lancer un satellite au-dessus, parce que là les satellites de Starlink sont très bas, ils sont à 500 km d'altitude, si on veut aller mettre un satellite au-dessus, il va falloir, entre guillemets, viser entre les gouttes. Les lanceurs vont même devoir sans doute acquérir des nouvelles fonctions pour être sûr de ne pas heurter un débris. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sociétal déjà, mais c'est aussi un sujet pour l'espace, pour la survie du spatial. Donc c'est un vrai sujet qui est vraiment pris en compte aujourd'hui à tous les niveaux. Donc on sait techniquement aller chercher des satellites qui sont en fin de vie pour éviter qu'ils fassent des débris. Ça coûte un petit peu cher et la question c'est qui va payer. Pour ce qui est de la constellation de Starlink, je ne sais pas comment il va gérer ça, mais il faut vraiment éviter que ça fasse des débris, parce que c'est une réaction en chaîne et qui va être très très préjudiciable à l'ensemble de l'écosystème spatial. Merci Frédéric Adragna du CNES, et on se retrouvera pour la version longue de cette interview la semaine prochaine dans le cadre de la série Objectif 2050 en partenariat avec EDF. Et si une technologie française s'apprêtait à révolutionner la connectivité à bord des engins spatiaux? En tout cas, c'est l'objet d'une expérimentation qui est menée à bord de cette fusée Ariane 6, une expérimentation de l'IFI. Le LiFi, c'est l'Internet sans fil par la lumière. On en parle avec mon deuxième invité de la semaine. Bonjour Benjamin Azoulay. Bonjour. Vous êtes président d'Oledcom, entreprise française spécialisée donc dans le LiFi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est le LiFi, ce fameux LiFi dont on parle un peu de manière régulière, récurrente, mais qui n'est pas encore vraiment entré dans la vie des gens? Avec plaisir. Alors le LiFi, c'est la communication par la lumière. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser les ondes radiofréquences, nous utilisons des LED ou bien des mini-lasers pour envoyer et recevoir de l'information, se connecter à Internet par exemple. Ça fonctionne un peu comme du Morse. On fait clignoter la lumière des millions de fois par seconde. C'est totalement invisible à l'œil nu et ça permet d'envoyer et de recevoir de l'information de façon extrêmement sécurisée, sans interférence et sans ondes radiofréquences. Et alors, vous venez donc de participer à votre manière au lancement d'Ariane 6, puisqu'il y a à bord de cette fusée une expérimentation mise en place par Oledcom à base de LiFi. De quoi s'agit-il exactement? L'une des applications du LiFi, c'est de pouvoir remplacer des câbles dans le domaine du spatial. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'intérieur d'une fusée ou l'intérieur d'un satellite. Il y a des masses de câbles absolument énormes. Dans un satellite géostationnaire de Airbus ou de Thales Alenia Space, vous avez 65 kilos de câbles qui sont liés à la data. C'est absolument énorme. Chaque kilo coûte extrêmement cher à mettre en orbite. C'est 50 kilos de carburant dans la fusée pour le mettre en orbite et c'est très très cher. Donc les fabricants de lanceurs, les fabricants de satellites cherchent en permanence des solutions pour essayer de diminuer cette masse de câbles et de simplifier le design de leur engin spatial. On a déjà une expérience spatiale chez Oledcom l'année dernière. On a lancé un produit qui s'appelle Satellife dans un satellite de la société OneWeb.
qui s'appelle GeoSat. C'est une expérience réussie. Ça a été lancé en mai de l'année dernière par SpaceX. Et nous sommes absolument très fiers également de participer à cette expérience avec Ariane 6. L'idée est de tester une solution de remplacement de câbles interétages. C'est-à-dire que lorsque les étages se séparent, aujourd'hui, il faut couper un câble, larguer des connecteurs. Ça peut poser quelques soucis et nous simplifions cette opération-là en remplaçant des câbles par du Li-Fi, par de la lumière. Donc, si on comprend bien, il y a un émetteur, un récepteur qui se parlent comme ça, avec un faisceau lumineux entre les deux. J'imagine qu'il faut que ce soit bien aligné, qu'il n'y ait pas de perturbations, etc. Ça doit être un peu un défi technologique. Alors c'est exactement cela. Ça a été un énorme défi technologique de passer toutes les qualifications spatiales. Et les qualifications Ariane font partie des qualifications les plus exigeantes au monde. Ariane a une excellente réputation au niveau mondial, mais c'est également très exigeant en termes de résistance aux vibrations, résistance au choc. Par exemple, aux vibrations, on est de l'ordre de 1400 G à 10 kHz. Vous voyez un peu l'environnement est très 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 exigeant d'un point de vue technique. La résistance aux radiations, la résistance à la différence de température. Donc évidemment, ça a pris plusieurs années pour nous de développer des solutions qui permettent de résister à ces environnements-là. Mais aujourd'hui, ça marche puisque nous avons passé les qualifications, nous en sommes très fiers. Et grâce à des angles d'ouverture de faisceaux suffisamment larges, il n'a pas besoin d'aligner trop précisément. On a des débits qui peuvent atteindre maintenant le 1,5 gigabit par seconde. Donc la technologie a beaucoup évolué au cours du temps. Et aujourd'hui, on a une technologie qui est parfaitement capable de s'adapter à ces environnements-là. Donc on peut dire que c'est une technologie qui va se développer dans l'espace ? Absolument. Elle va se développer dans un premier temps pour faire du remplacement de câbles intra-satellite ou intra-lanceur, et dans un deuxième temps pour faire des communications en extérieur entre engins spatiaux. Par exemple, ça a été annoncé il y a quelques mois, nous avons été lauréats d'un projet qui s'appelle le projet LIOS. C'est un projet France Relance 2030 qui vise à développer une solution de rendez-vous spatial en utilisant du Li-Fi. Autrement dit, les deux engins qui doivent se rencontrer doivent communiquer. Le Li-Fi est une technologie qui permet une communication très efficace avec une intégration très facile dans les modules d'amarrage et faire de la détermination d'orbite millimétrique. Et donc ça, c'est une prochaine mission que nous sommes en train de planifier pour communiquer cette fois-ci entre deux engins à quelques centaines de mètres dans cette phase très délicate qu'on appelle le rendez-vous docking spatial. Voilà, un autre exemple de cas d'usage. D'autres cas d'usage qu'on peut un peu développer, nous remplaçons du câble, nous simplifions les lancements, et imaginons demain que l'on doive aller sur la Lune et emporter des tonnes de câbles pour pouvoir faire de la connectivité. Nous permettons de réduire cette masse-là et d'éviter donc des tonnes de câbles à emporter pour les habitats lunaires, pour communiquer avec des rovers, pour les télécommander, tout en ayant une sécurité absolue, un système qui en termes d'interférence n'est pas sensible et qui permet d'éviter le brouillage et la détection et le hacking. Mais est-ce que vous pensez vraiment, Benjamin Azoulay, qu'un jour le Li-Fi justement intégrera les smartphones, sera une technologie grand public? On se connaît depuis longtemps, on s'est vu déjà plusieurs fois au CES de Las Vegas où vous avez présenté diverses innovations qui sont très intéressantes mais qui restent encore au stade expérimental. Est-ce que ça va devenir grand public? Alors c'est bien sûr la très grande question. Moi, évidemment, j'y crois. Je suis un fanat du Li-Fi depuis des années. J'y consacre ma vie professionnelle et un peu plus que ma vie professionnelle d'ailleurs. Je suis un passionné. Je pense que aujourd'hui, nous faisons face, si vous voulez, à des gros faiseurs dans le domaine des mobiles, notamment les fabricants de smartphones tels que Qualcomm, tels que Broadcom, tels qu'Intel, qui dominent les normes. Quand ils décideront d'intégrer le Li-Fi dans leur puce, à ce moment-là, le Li-Fi sera prêt à être intégré dans les smartphones, sera prêt à être intégré également dans les laptops et les IoT.
Quand ça arrivera peut-être un jour, on a quelques signes montrant par exemple qu'Apple a déposé quelques brevets sur le Li-Fi pour faire communiquer deux smartphones entre eux. C'est un peu comme AirDrop par la lumière. Donc on a quelques signes qui sont très 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 encourageants. On est quand même aujourd'hui dans l'incertitude de quand ça va arriver. En attendant, OLEDCom se développe dans des applications, on va dire, de niche, mais très prestigieuses, comme la défense, comme le spatial, comme l'aéronautique. Je pense qu'également, des premières applications vont arriver dans le domaine du bureau à la maison. Là, par exemple, je suis connecté en Li-Fi. Là, je suis connecté dans cette... parce que le Li-Fi permet une connectivité extrêmement robuste, qui ne va pas varier en fonction des interférences et d'émissions radiofréquences autour de moi. Et je pense que, par exemple, avoir à la maison une connectivité de ce type-là pour travailler ou faire une visioconférence pour de la télémédecine, par exemple, est quelque chose de très intéressant. Donc, je pense que ce seront les premières applications du Li-Fi sur des PC, par contre, pas encore sur des mobiles. Et dans un deuxième temps, ça arrivera sur des mobiles, mais voilà, on est prêt le jour où ça va arriver. Merci beaucoup, Benjamin Azoulay, président de la société OLEDCom. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, puisqu'on a la tête dans les étoiles, eh bien, on va y rester avec une innovation française destinée au grand public, cette fois, qui nous vient d'une start-up du sud de la France. Bonjour Laurent Marfisi. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc de Unistellar, cette entreprise basée à Marseille qui est vraiment spécialisée sur un créneau très particulier, puisque votre tout premier produit que vous avez sorti il y a quelques années déjà, c'est un télescope, mais un télescope pas comme les autres, un télescope connecté. Vous pouvez nous le représenter un peu à nouveau. En quoi ça consiste ? Unistellar s'est lancé sur un premier produit et c'était un télescope intelligent qu'on a appelé Liviscope à l'époque, Enhanced Vision Telescope, parce que ce télescope intelligent avait plusieurs qualités. La première, c'est d'être intelligent et d'être capable de pointer tout seul dans le ciel n'importe quel objet que vous lui demandez. Il est capable aussi de vous proposer des objets, à des petits objets intéressants au moment où vous êtes en train d'observer. Et puis, c'est un télescope qui est capable d'amplifier le signal. Il est équipé d'un capteur électronique qui est capable d'amplifier le signal pour pallier à un deuxième problème. Le premier problème des télescopes, c'est que c'est difficile de se repérer dans le ciel et de pointer. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le faire, généralement, on voit pas grand-chose. Et nous, on a résolu ce deuxième problème aussi. On peut voir enfin les couleurs de l'univers, des galaxies, plein de choses. On a étendu à peu près 100 fois le champ d'observation d'un télescope classique. Alors ça c'est le télescope donc, mais ce n'est pas tout, puisque vous vous apprêtez également à lancer des jumelles d'un nouveau genre à réalité augmentée. Tout à fait, ce sont des jumelles intelligentes qui vont enrichir votre expérience d'exploration la nuit et le jour. C'est la nouveauté chez Unistellar. On va pouvoir travailler le jour avec ces jumelles. Et ces jumelles vont enrichir votre observation avec des informations qui vont être affichées en réalité augmentée. Et donc, pour schématiser et simplifier, ce sont des jumelles classiques, vraiment, avec des verres optiques. Quand vous éteignez la technologie, ça fonctionne comme des simples jumelles de bonne qualité, puisqu'on travaille avec Nikon, là encore, pour les développer. Et dès que vous activez la technologie, en fait, elles vont comprendre là où vous êtes, ce que vous êtes en train d'observer. Elles vont enrichir votre champ de vision d'un ensemble d'informations. Ça va de, si vous êtes en train d'observer le jour, des noms des pics montagneux. Elle va pouvoir tracer le chemin de randonnée que vous êtes en train de suivre dans le paysage. Par exemple, et puis de nuit, elle va pouvoir vous révéler les constellations, les objets intéressants que vous êtes en train d'observer, et puis elle va pouvoir vous guider vers un élément que vous recherchez, comme par exemple la comète dont vous avez entendu parler à la radio et que vous êtes curieux d'observer. Vous pouvez la requérir à travers l'app de contrôle et elles vont vous guider. Vous allez pouvoir l'admirer avec les jumelles. Mais indépendamment de cette réalité augmentée, cela reste des jumelles traditionnelles. Tout à fait, ce sont des jumelles comme des jumelles normales, des jumelles optiques qui vont vous permettre d'observer de jour et de nuit. Ce sont des 10-50, c'est-à-dire des diamètres 50 mm
et un grossissement de 10. C'est une des constructions optiques les plus versatiles, qui a de très bonnes performances en observation du ciel la nuit, mais également de jour. Et donc vous allez pouvoir observer, explorer un paysage et observer également le ciel nocturne. Et quel type d'éléments est-ce que je peux identifier avec ces jumelles connectées ? La connectivité de ces jumelles, en fait, va permettre de relier ces jumelles à une base de données extrêmement vaste qui va contenir les objets célestes, tous les objets célestes, des planètes, des galaxies, des nébuleuses, des choses que vous allez pouvoir admirer à travers de ces jumelles. Et puis, quasiment tous les pics montagneux sur Terre, même la petite colline locale va être répertoriée. Vous allez la voir dans les jumelles. Si vous voyez une montagne ou une colline dans les jumelles, vous allez pouvoir apparaître son nom. Puis vous allez pouvoir requérir les chemins. Et là, c'est des centaines de milliers de chemins de randonnées, etc., qui sont dans la base de données, qui vont apparaître. Si vous le requérez aux jumelles, elles vont vous afficher en surimpression les chemins, les refuges, s'il y a une source d'eau, etc. Alors pourquoi lancer une campagne sur Kickstarter de financement participatif ? Ça a un côté vertueux puisque on s'adresse plutôt à nos clients et nos clients potentiels, qui sont les destinataires finaux du produit, pour leur demander un soutien pour le lancement du produit. Et en échange, on leur fait une réduction importante sur le prix du produit. Alors pour les bakers, comme on dit, donc les personnes qui soutiennent ce projet, quel est l'avantage ? C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir les jumelles à quel prix ? Alors, elles sont à $700 au lieu de $1,200. Donc une économie substantielle de $500. Et puis, vous aurez le plaisir, il y a beaucoup de gens sur Kickstarter qui sont là pour ça, vous aurez le plaisir d'accompagner, d'assister au développement du produit. Et puis, vous allez être sollicité également pour prioriser les développements des modes d'utilisation. C'est-à-dire, il y a énormément de potentiel pour ce nouveau type de jumelles. Et il y a des gens qui nous demandent, est-ce que si je suis en ville, je pourrais les utiliser pour explorer, si je suis sur un belvédère, explorer les monuments, etc. Voilà, toutes ces choses-là, il y a énormément d'applications possibles. Et si vous faites partie des premiers contributeurs, vous allez pouvoir nous orienter sur l'ordre dans lequel on va développer toutes ces applications possibles des jumelles. Merci Laurent Marfisi de Unistellar. Et donc je précise aux auditeurs de Monde Numérique qui voudraient participer à cette aventure qu'ils trouveront le lien vers votre Kickstarter dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Jérôme. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 13 juillet 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages. N'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 petites étoiles surtout sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cette émission. Vous pouvez également réagir sur la page de l'épisode sur le site mondenumérique.info ou encore sur les réseaux sociaux. Surtout faites connaître ce podcast à vos amis, abonnez-les de force. On se retrouve samedi prochain. Passez un bon été, peut-être déjà de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis surtout une bonne semaine pleine de tech. Salut! Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message ostride ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.